Bonjour, je suis André Bourassa, je suis architecte dans une petite agence qui s'appelle BGA et Associés Architectes. Depuis maintenant 40 années, on est toujours dédié aux meilleures pratiques possibles en développement durable, qui ça a évolué autour de ces décennies, c'est certain. Et je me suis occupé beaucoup de mon association professionnelle qui s'appelle au Québec l'Ordre des architectes du Québec, dont j'ai été le président plusieurs années. Bonjour, je m'appelle Jordan Musset, j'ai un diplôme d'état d'architecture. J'ai commencé par travailler chez André au Québec et puis depuis 2019, je suis revenu en France. Je vis et travaille dans une petite ville du bord de mer à Pornichet. Je passe actuellement mon habilitation pour m'inscrire à l'Ordre des architectes et parallèlement à ça, je développe un prototype d'habitat pour des personnes qui souhaitent euh, voir émerger un autre modèle de société. En fait, il y a plusieurs années, lorsque nous avons démarré notre agence, le bois dans la région du Québec où j'habite, c'était le matériau par défaut, c'était le matériau pour construire économique. À l'époque, imaginez, c'est difficile à croire aujourd'hui, mais les taux d'intérêt étaient de 21%. Alors, il fallait faire plus avec moins. Et notre façon de faire plus, c'était d'utiliser le bois, surtout dans les constructions d'une échelle qui était appropriée. On avait plusieurs fournisseurs de bois, de sciage dans les environs. Alors, c'était une façon de faire plus avec moins. On a souhaité se détourner de ces matériaux parce que on a jugé que ces matériaux étaient, sur le plan écologique et même économique, étaient néfastes en fait. Avec l'observation des dégâts que cause l'activité humaine sur son environnement, il nous a semblé normal, primordial, que l'architecte prenne ses responsabilités vis-à-vis des générations à venir et d'affirmer en fait son pouvoir de prescription. Alors qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Ça signifie que nous décidons en toute connaissance de cause de la pertinence de ces matériaux dans nos projets d'architecture. Et donc, en fait, de ce fait, en mettant de côté ces matériaux, on affirme notre souhait de laisser la place aux matériaux qui sont pertinents, c'est-à-dire qui sont à la fois locaux, renouvelables, abondants, réutilisables, et même économiquement accessibles. Bon, il y a bien sûr le bois, mais il y a aussi d'autres matériaux qui méritent notre attention, comme la terre crue, comme la paille, le chanvre que André a aussi utilisé. Voilà, tout un tas de matériaux qui sont vraiment intéressants. Certainement pas se débarrasser du béton, c'est pas du tout la question. La question, c'est oui, toujours en combinaison des constructions hybrides, toujours le bon matériau au bon endroit, et même quand on utilise, et surtout lorsqu'on utilise du bois ou autres matériaux biosourcés, il faut penser que c'est extrêmement important de les protéger des intempéries. Je sais que c'est très au goût du jour d'exposer la structure, d'exposer les matériaux, mais à long terme, à mon sens, ce n'est pas la meilleure façon de faire. On protège notre structure de la même façon qu'on a une peau qui protège notre squelette. Je ne me promène pas le squelette à l'air, comme on dit. Alors, ces façons de faire sont extrêmement importantes et malheureusement ne sont pas toujours bien comprises dans les enseignements aux architectes. Alors, il y a une certaine modestie qui est pertinente par rapport à ça. Et il faut comprendre aussi que le bois, ce n'est pas qu'un matériau de structure, c'est aussi un matériau qui est extrêmement utile en acoustique, pour le confort, l'hygroscopie aussi pour contribuer à stabiliser le taux de l'humidité dans un bâtiment, mais ce n'est pas qu'un matériau de structure et ça, on a beaucoup de difficultés à le faire comprendre. C'est pas le béton en soi qui est le problème, c'est l'usage abusif qu'on en fait. Le but du jeu, maintenant, clairement, c'est de construire avec le moins de béton possible. Et là où le béton n'est pas indispensable, on s'en passe et on le remplace par d'autres matériaux. La question est tout à fait là. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche un équilibre.
Mais encore une fois, c'est pas ça qui est au goût du jour. Ce qui est au goût du jour, pour certains, c'est se démarquer. Dans plusieurs écoles d'architecture, on enseigne comment se démarquer dans un concours d'architecture pour attirer l'attention d'un jury. Alors, dans le harmonieux, fonctionnel et durable, c'est sûr qu'on va hypertrophier le harmonieux à en devenir ridicule. Alors, souvent, la fonctionnalité, la durabilité passent au second plan parce que ça ne nous aide pas à se démarquer, parce que nos jurys, malheureusement, sont dédiés à repérer ce qui est visuellement très différent des autres projets. Donc, cette course-là nuit énormément à une architecture de qualité. Si on vise l'équilibre, on aura forcément des choses qui sont moins spectaculaires, mais plus appropriées au sens des usagers, plus appropriées à long terme, plus intéressant au final. Alors, visons l'équilibre et on aura fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a un enjeu d'apprendre à déconstruire sa pensée, de ne plus se focaliser sur le beau et que le beau. C'est effectivement de retrouver cet équilibre à la manière finalement d'un cuisinier qui cherche, selon moi, l'équilibre des goûts. Et ben nous, on cherche l'équilibre entre ces trois notions, là, l'harmonie qui est source de plaisir visuel, la fonctionnalité qui est important aussi, hein, qui est utile à l'être humain dans son quotidien, et surtout la durabilité, qu'elle soit écologique, mais aussi quelque part économique d'un bâtiment, en fonction de tout un tas d'informations qui nous sont données bon, par les clients et par le site. Alors, quand on sait qu'en France, les activités de construction, de réhabilitation et de démolition produisent 73% des déchets, alors si j'ai un conseil à donner, c'est de privilégier davantage la filière du réemploi des matériaux. D'abord parce que c'est un vrai geste pour l'environnement, et ensuite parce qu'il y a des acteurs vraiment qui se mettent en place sur le territoire national, à l'image par exemple de Bellastock à Paris, de station-service à Nantes ou même de Mineka près de Lyon. En termes d'architecture bois, en termes d'architecture biosourcée, la plus simple, elle sera, le mieux ce sera comme enveloppe. Il faut penser que si on a une structure en bois qui est apparente à l'extérieur, ce n'est pas la même chose que si on a une structure en aluminium, ce dernier matériau étant sûrement plus approprié à être exposé aux intempéries que peuvent l'être le béton, l'acier ou le bois. Alors, on choisira une enveloppe qui est assez simple, comme je le disais tantôt, une enveloppe qui est protégée par une peau pour éviter le concept d'une double peau. À mon sens, c'est très populaire, alors que si on le fait une fois, mais qu'on le fait comme il faut, on aura évité l'utilisation de beaucoup de matériaux inutilement. Alors, sur l'aspect de réemploi au niveau des immeubles comme tel, j'ai eu le plaisir de co-signer un ouvrage sur la valorisation des bâtiments existants avec un organisme dédié au développement durable ici au Québec qui s'appelle Éco-Bâtiment. C'est un document qui est assez facile à trouver, enfin, sur Internet. Alors, je vous laisse regarder là-dedans les chiffres qui sont énoncés qui expliquent l'importance des économies environnementales de réhabiliter des bâtiments existants, même si c'est parfois plus complexe. Alors, au niveau du bois, une architecture raisonnablement simple, homogène, protégée et penser aussi selon l'échelle du projet qu'un bois d'ingénierie demande plus d'énergie. Toutes les structures de bois où on colle des morceaux ensemble, certainement, ça a raison d'être. Mais si on peut utiliser du bois de sciage pour des plus petits ouvrages, alors évidemment, en termes de coût, au Québec, c'est une énorme différence de prix. Ça peut être plus local aussi, de circuit court. Ça peut être extrêmement intéressant, extrêmement positif. J'ai toujours dit qu'il y a de la place en distribution alimentaire pour les grandes industries du fromage,
et pour de plus petites fabriques aussi plus locales et plus spécifiques. Il y en est de même pour les matériaux. Au niveau des codes du bâtiment, en Europe et en Amérique du Nord, il y a une énorme différence d'approche. Chez nous, les bâtiments sont classés en deux catégories, grosso modo, combustible ou incombustible. Alors, on n'a pas de autre structure, comme j'ai vu en Belgique, par exemple, où on avait une structure en acier ou en béton avec des panneaux de bois et de matériaux biosourcés pour faire le remplissage entre les étages. Cette combinaison mixte est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'introduire une quantité importante de matériaux renouvelables à l'intérieur d'une plus grande structure. Il y a en ce moment une course à la hauteur. C'est à qui ne ferait pas la tour en bois la plus haute avec le plus de protection de plaque au plâtre, avec le plus de protection de gicleurs automatiques à eau. Je ne vous cache pas que cette course à la hauteur dans les tours en bois m'énerve au suprême degré. Alors, utilisons les dimensions de bâtiment en fonction des matériaux qu'on a. Et non, ce n'est pas une course à la hauteur. C'est pas comme ça qu'on fait du développement durable. Ça dépend en fait de beaucoup de paramètres comme les dimensions du projet, sa structure, le type d'essence du bois, les revêtements intérieurs, bref. À mon avis, ce qu'il faut davantage se demander, c'est quelle est la balance bénéfice-risque du matériau à long terme. Si vous voulez, si on cesse de regarder uniquement le coût de construction et qu'on prend plutôt en compte la vie globale du bâtiment, donc sa construction, sa transformation et voire sa démolition, alors le bois clairement apporte plus d'avantages que d'inconvénients, à mon sens, même sur le plan économique. Tout simplement parce que lors d'une démolition ou même lors d'une transformation, le béton finit en grande partie en déchets. Alors, il peut être réutilisé ailleurs, mais pas sur site. Et du coup, ça nécessite un nouvel investissement. Alors que le bois, lui, massif notamment, peut être réutilisé pour faire autre chose. Je vous présente ici un bâtiment dont on a fait les plans il y a quelques années. C'est un siège social pour une entreprise dédiée à l'environnement. Donc, c'était important pour eux qu'il y ait des caractéristiques environnementales. Ce qu'on voulait démontrer dans ce bâtiment-là, entre autres choses, c'est qu'on pouvait le faire à des coûts raisonnables. Donc, c'est une structure essentiellement de charpente légère, de bois, et aussi où l'éclairage naturel est très démocratique, c'est-à-dire que tous les espaces de travail comportent une partie d'éclairage naturel. Et sans tomber dans le piège de la boîte de verre tout azimut, on a voulu utiliser vraiment quelque chose de plus pondéré. On voulait aussi démontrer qu'on pouvait utiliser des capteurs solaires en façade sans que ce soit comme certaines villes l'ont déjà demandé au Québec dans la cour arrière, ce qui est épouvantable. Vous voyez ici une charpente ce qu'on appelle en parallame avec des cloisons de verre à l'intérieur qui donnent une certaine légèreté à l'aménagement tout en ayant des surfaces lisses et lavables. L'autre élément de caractéristiques de ce bâtiment, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait ce qu'on appelle des unités d'air climatisé au toit. Ce sont des appareils qui sont extrêmement peu performants sur le plan de l'énergie et qui, si on fait une construction durable, ces appareils-là laissent échapper énormément d'énergie vers l'extérieur. Donc, la salle mécanique, la salle de traitement d'air est à l'intérieur du bâtiment. C'est une autre caractéristique qu'on trouvait très importante. Il y a des puits de géothermie qui contribuent au chauffage de l'immeuble. Il n'y a pas de combustion dans cet immeuble-là. Si on refaisait le même bâtiment aujourd'hui,
je ne suis pas certain qu'on utiliserait la géothermie parce qu'il y a d'autres pompes thermiques extrêmement performantes qui sont moins coûteuses aujourd'hui et tout en étant vraiment moins coûteuses. Alors, on a aussi des citernes, on les a vues tout à l'heure, des citernes de récupération d'eau de pluie dans ce bâtiment-là. Au final, le bâtiment a été, compte tenu de toutes ses caractéristiques, parce qu'on n'a pas fait notamment de grands atriums de verre et parce qu'on a été assez économe à maints endroits, ce n'est pas un immeuble qui a coûté très cher, très raisonnable dans son rapport qualité-prix et très agréable à vivre selon les retours que j'en ai eus encore tout récemment. Voilà, merci beaucoup. C'est une sorte de prototype qui a été mis en place dans les années 60 par un architecte états-unien au Nouveau-Mexique. Et ça a été repris par un architecte qui s'appelle Guillaume Loubet. Il répond aux enjeux, je dirais, de l'architecture de demain. Ça s'appelle Sans crédit et sans chauffage. Donc déjà, ça annonce pas mal la couleur. Ça a été réalisé en autoconstruction. Ça veut dire que ça a été fait par le propriétaire. Et ça a été finalisé en 2019 pour 25 000 € avec une centaine de mètres carrés au sol. Nos habitats aujourd'hui sont sous perfusion, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout autonomes, elles sont dépendantes de notre industrie, notamment nucléaire pour la production d'énergie, mais aussi des stations d'épuration pour traiter nos eaux grises. Ce genre de concept d'habitat a le mérite de présenter une alternative pour vivre un peu plus en autonomie. Ce concept, il se repose sur 6 grands principes que je vais rapidement énumérer. C'est les apports solaires passifs, la récupération d'eau de pluie, le traitement sur site des eaux usées, l'apport électrique soit par éolienne, soit par panneaux solaires photovoltaïques, la production de nourriture au sein même de la maison, vous verrez qu'il y a une petite serre, et puis des matériaux locaux. C'est une maison qui puise sa capacité d'autonomie grâce à la planète, en fait, grâce à la pluie, à l'eau de pluie, qui est d'abord captée sur le toit et qui est redistribuée à travers un système assez astucieux de tuyauterie. Et puis le soleil, que ce soit en été ou en hiver, permet aussi d'irradier facilement l'habitat qui est tout en longueur. Et puis, comme vous le voyez sur ce diapositive aussi, tout est traité sur place. Donc, il y a un petit jardin de phytoépuration. Et puis voilà, tout ça vit ensemble. Donc là, voilà une image lors de la construction. Donc, on peut construire ce bâtiment de plein de manières différentes, mais la manière la plus pertinente pour cet exemple, c'était de construire une ossature bois, une structure en bois avec une double rangée, c'est-à-dire une rangée de terre crue, compactée, et puis de la paille que l'on trouve abondamment. Ce sont 2 matériaux que l'on trouve abondamment ici, nous, en France. Et voilà, donc on est vraiment dans un environnement bois, 100% bois. 3 images, une à gauche sur la serre, une autre au centre avec vue sur la cuisine, et puis la dernière photo, on est à l'extérieur, on voit la serre. La maison est ouverte, elle est vitrée sur le côté sud et les 3 autres pignons sont aveugles, notamment au côté nord, mais aussi à l'est et à l'ouest, ce qui permet de garder la chaleur et la fraîcheur. Et puis là, ce sont d'autres réalisations qui ont été faites, qui s'adaptent en fonction des géographies, qui commencent à se construire, à apparaître en France.